Parce que les femmes, ils ont participé aux plusieurs révolutions dans le monde entier. Mais il y a très peu des exemples qui nous montrent que cette participation, il finit avec l'avancement de la cause des femmes en même temps que la cause de libération. Alors que c'est le cas au Kurdistan. Bienvenue dans cet épisode de Cause Kurde avec Somaye Rostampour. Bonjour. Bonjour. Donc Somaye Rostampour, tu es sociologue, enseignante universitaire et tu es spécialisée dans les mouvements sociaux et les études de genre. Tu travailles plus particulièrement sur le Kurdistan, la Turquie et l'Iran, et surtout tu as sorti un ouvrage qui s'appelle Femmes en armes, savoir en révolte, du militantisme kurde à la gynéologie, dont nous allons parler aujourd'hui et qui est sorti aux éditions Agon et qui est déjà disponible. Donc avant toute chose, pour poser un petit peu les bases, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan? Comment il a émergé? Quelle est un peu son histoire? Du coup, le PKK, pour les gens qui connaissent pas, c'est un parti politique kurde armé qui est né dans un contexte mondial, anticolonial des années 70, on peut dire, et aussi dans un contexte de la gauche turque qui était très puissante à l'époque. Du coup, il est né en 1978 et il devient armé en 1982. Quand à la frontière, pour la première fois dans un petit village à la frontière de Liban et de la Syrie, parce qu'ils étaient exilés depuis des années 80 après le coup d'État très très violent en Turquie, en Syrie, du coup les gens, les mêmes de PKK, et du coup ils arrivent en Syrie et c'est là où ils ont commencé de prendre les armes avec les révolutionnaires de la région et surtout avec les Palestiniens, avec les révolutionnaires en Syrie et au Liban. Et c'est là où s'est née, du coup, la lutte armée du PKK, alors que le parti politique, il a été né 4 ans avant quand même. Et depuis des années 80, on a la naissance de PKK. Du coup, on a vraiment, c'est ce que je distingue dans le livre aussi, on a à la fois un mouvement populaire très large, avec des millions de partisans, non seulement en Turquie, surtout en Turquie, mais dans 4 parties de Kurdistan et aussi une grande partie de diaspora. Et on a aussi une organisation politique armée, du coup, qui est le parti politique de Parti travailleurs de Kurdistan. Et du coup, les deux, ils se complètent. Ils sont pas exactement la même chose, mais ça reste quand même un mouvement qui s'appelle le mouvement de libération kurde. Et à travers de ça, on a aussi l'émergence de mouvements de libération des femmes kurdes. Du coup, c'est vraiment... Et c'était né dans un contexte mondial, à la fois anticolonial. Du coup, le parti, il était marxiste-léniniste au départ et maoïste surtout, et très influencé par les idées maoïstes de l'époque, de son époque. Il n'était pas le seul. Par contre, par exemple, on a le Komalé, le parti politique kurde en Iran, qui était maoïste aussi à l'époque, et qui reste aussi un parti politique important dans la mémoire collective kurde, et qui était le premier parti kurde intégré les femmes. Du coup, le parti politique kurde en Iran. Et le PKK, c'était à peu près la même chose. Du coup, un parti politique maoïste, mais qui était beaucoup influencé aussi par les idées de Fanon et les mouvements révolutionnaires de son époque. Du coup, il partageait complètement cette idée d'avoir, à l'époque, c'était non seulement d'avoir une révolution par les prolétariats, par la classe populaire et par les paysans surtout, mais l'idée c'était aussi d'avoir une révolution pour avoir un État kurde, un État le Grand Kurdistan, c'est ce qu'ils appelaient, un État qui peut réunir les Kurdes de 4 parties du Kurdistan qui étaient complètement réprimés par les États au pouvoir dans 4 parties du Kurdistan, du coup en Syrie, en Iran, en Turquie et en Irak. Et il faut savoir que le PKK, il était né aussi à un moment où la gauche turque, elle était très puissante. Il faisait partie de mouvements de gauche en Turquie. Il faisait partie de mouvements étudiants de gauche en Turquie. Et c'est à travers de leur expérience de militantisme avec la gauche turque qu'ils ont compris que il y a quelque chose qui est absente chez la gauche turque, et c'est la reconnaissance de la cause kurde, c'est la reconnaissance de la différence entre, du coup, les acteurs politiques quand il s'agit de kurdicité, quand il s'agit de la question de ce qu'ils appelaient le colonialisme interne plus tard.
En fait, dans les premières années de l'émergence du mouvement, il commence à parler tout de suite de dire que notre lutte, c'est une lutte contre le colonialisme interne de l'État, alors que le Kurdistan, il n'était pas colonisé directement par les colons de l'extérieur. Alors, bien qu'il ait été bien touché par les colonisateurs, et le Kurdistan a été divisé par un acte colonisateur de la part de la France et de Grande-Bretagne, etc., après la Première Guerre mondiale, bien que ça restait terrasse, mais malgré ça, il n'était pas colonisé directement comme Algérie et des autres pays. Et ben, par contre, pour les Kurdes, ils ont tout de suite compris qu'il y a une différence et ils ont défini cette différence à travers le colonialisme interne. Du coup, pour eux, au départ, c'était une lutte contre le colonialisme interne de l'État qui faisait vraiment les Kurdes des colonies exploités, mais non seulement exploités, mais complètement privés des droits basiques comme parler la langue de leur langue maternelle, comme avoir les droits en tant que citoyen pour par exemple les droits politiques, parce que il faut pas oublier, les Kurdes étaient parmi les premières victimes de coups d'État dans les années 80. Ils étaient toujours criminalisés pour être kurdes. C'est ce qu'on voit aussi plus tard dans l'émergence du mouvement des femmes kurdes, parce qu'ils disaient on est réprimé en tant que femme, mais pas que. On est réprimé en tant que femme, mais surtout en tant que femme kurde. Du coup, cette kurdicité, il vient de clé de l'émergence de PKK par rapport à la gauche turque. Alors, une des choses que j'ai apprises en te lisant, une des nombreuses choses que j'ai apprises en te lisant, c'est que effectivement Fanon avait influencé Öcalan, donc ça je le savais pas du tout. Donc on peut peut-être dire Frantz Fanon qui il est, hein, c'est un psychiatre anticolonialiste. Moi j'avais l'impression de le connaître un petit peu parce que j'avais lu Peau noire masque blanc, mais j'ai vraiment découvert beaucoup de choses de sa vie grâce à un film qui est sorti cette année, qui est un film d'auteur qui est sorti de manière dans un premier temps un peu confidentielle et qui a très bien marché et à juste titre. Donc voilà, dire aux personnes qui connaissent pas Frantz Fanon qu'une bonne porte d'entrée c'est ce film qui est sorti en 2025. Alors, on va pas revenir sur l'intégralité de l'évolution du PKK, mais en tout cas, ce qui va m'intéresser, c'est en lien avec ce que tu notes d'une phrase qu'aurait expliqué Öcalan, et je vais lire l'extrait du coup de ton ouvrage, donc on est page 70. Öcalan a souvent expliqué qu'il considérait être né 3 fois. Une première fois lors de sa naissance physique, une deuxième lors de la fondation du PKK, et une troisième lors de son changement de paradigme, lorsqu'il a introduit le concept de civilisation démocratique fondée sur des politiques démocratiques enracinées dans les luttes régionales et mondiales. Donc la civilisation démocratique, c'est tout ce qui touche au confédéralisme démocratique, donc c'est une évolution majeure du PKK. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, du coup, comme je l'ai déjà dit, c'était un parti politique marxiste-léniniste, comme plusieurs partis de son époque, mais qui commence à changer un peu ses idéologies à partir des années 95, plus clairement. Et c'est pas un hasard, c'est aussi le changement mondial, c'est aussi avec évolution de la gauche mondiale, c'est aussi avec les changements géopolitiques, les rivalités mondiales, etc. À partir de là, en fait, alors que jusque-là, c'était le concept de classe qui était central pour le mouvement kurde et surtout les paysans, c'était les acteurs principaux de ce mouvement. À partir des années 95, on voit un peu le changement, c'est la démocratie. C'est le concept de démocratie, c'est les concepts comme confédération qui devient vraiment les mots-clés du mouvement kurde et qui remplace petit à petit le concept de classe. Et ça veut dire du coup aussi un tournant, un virage dans les pensées politiques et idéologiques du mouvement kurde. Et cela, ça a commencé doucement dans les années 95, mais ça prend surtout la forme après l'arrestation de Öcalan, le leader du mouvement, dans les années 99. Et quand il est arrêté, il commence à lire des ressources assez, on peut dire, limitées dans son prison qui était un sort de torture, du coup de manière très contrôlée. Finalement c'est là où il commence déjà pour se défendre dans le cours de l'État. Il commence de dire que pour la première fois très clairement, alors que ça a commencé l'idée dans les années 95, que on cherche plus d'avoir un État kurde. Et pour nous, c'est le problème, c'est l'État en soi. C'est plus la question, c'est pas de gagner, du coup on lutte à travers de créer un autre État, parce qu'on a compris que l'État en soi c'est un problème. Du coup, à partir de là, il annonce clairement
à ce moment-là, dans cette défense, que on cherche plus d'avoir un État kurde, qui était un peu, on peut dire, il y avait beaucoup de gens qui étaient très déçus d'entendre ça parce ils étaient engagés dans cette lutte exactement pour avoir ça, quoi. Et du coup, la cordicité pour eux, c'était finalement de faire une victoire, de gagner une victoire avec un État kurde. Bon, finalement, l'idée a été plus ou moins lâchée à partir de là, mais c'était pas un hasard parce que, en fait, de plus en plus, ils s'approchent un sort de communalisme, une sorte de interprétation de anarchisme qui était aussi prenante dans une partie de la gauche mondiale et qui essayait, c'était aussi avec des évolutions de la gauche, je le dis parce que en fait c'était le mouvement féministe, c'était la question de écologie, c'était la question de jeunesse qui n'était pas très prise en charge jusque-là de manière sérieuse dans les mouvements classiques de gauche, qui restaient assez hiérarchiques, qui restaient un peu même aveugles sur certaines questions, y compris la question féminisme. Et tout ça, ça devient principal pour à la fois le leader et pour la pensée politique idéologique du PKK. Du coup, à partir de là, il décide vraiment de mettre l'accent autrement. Il propose l'idée de confédéralisme démocratique, qui est en vrai aussi une solution dans un impasse de l'État. Parce que, en fait, c'est aussi un peu pragmatiste de dire ça parce qu'il avait compris que, à la fois Öcalan et le comité central de mouvement, que c'est très difficile de faire la lutte avec 4 États qui ont été soutenus par des autres puissances mondiales. Et à travers de ça, peut-être l'idée le plus intéressant et le plus accessible, c'est vraiment d'avoir un sort d'autonomie régionale, un sort de communalisme où on peut du coup contrôler notre vie, nos ressources, nos armées même, etc. Et c'est là où il propose l'idée de confédéralisme démocratique à partir des années 2004-2005 pour la première fois de manière sérieuse. Il écrit là-dessus, il commence à proposer et encadrer, et c'est surtout avec l'arrivée de Rojava, avec du coup après 2013, après 2014, quand on voit que la région autonome de la Syrie, Rojava, il prend de la forme, et c'est là du coup on voit il devient le laboratoire de confédéralisme démocratique, c'est-à-dire tous ces accents sur la démocratie et sur le communalisme, et aussi avec 3 axes importants: l'écologie, la libération des femmes et la question de genre, et le communalisme, c'est-à-dire de prendre les décisions de bas vers haut à travers de la participation majoritaire de la population. Ça, c'est du coup, on voit l'examen de ces idées au Rojava. Voilà. Alors justement, tu parlais de la libération des femmes. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment Öcalan a été à l'origine de ce changement de paradigme où effectivement il a introduit le confédéralisme démocratique, mais il a aussi introduit l'importance de la place des femmes. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ton livre, c'est que tu réponds à une des objections qui émerge assez souvent, puisqu'il y a ce paradoxe de se dire que les femmes ont créé un mouvement autonome mais qui a été pensé par un homme. Et tu expliques bien à quel point la pensée d'Öcalan, en fait, elle s'est créée à partir des pensées d'autres femmes. Oui, c'est des questions très intéressantes en vrai, parce que on peut pas être féministe et ne pas poser cette question et ignorer qu'il y a un mouvement féministe ou un mouvement de libération des femmes, comme il s'appelle, qui est très puissante, mais qui a un leader du coup qui est un homme, quoi. Et du coup, qui est charismatique, qui a une place quasi importante au sein du mouvement, non seulement pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Et déjà ça, et deuxièmement, on est curieuse de savoir où il vient du coup l'importance de questions de genre et de questions des femmes pour un leader masculine d'un mouvement hiérarchique marxiste-léniniste de son époque. C'est pas évident, c'est dans la période où le mouvement de PKK était né. C'était pas le cas de tous les partis politiques marxistes de son époque. Du coup,
déjà ça commence, je pense que à partir du moment où le mouvement kurde il a besoin de participation de tout le monde, y compris les femmes, la question des femmes il devient importante de plus en plus pour le leader et pour le parti. Et c'est dans les années 80 où on voit du coup le PKK, il se voit obligé non seulement faire la guerre contre l'État turc, mais aussi un peu avec des autres partis politiques kurdes. Malheureusement, du coup, il y a l'époque de Salhaldan, il y a vraiment des révoltes et des insurrections populaires énormes pour plusieurs années dans les années 90, 95, 80, entre 95 et 90 au Kurdistan. Et du coup, là, la question des femmes, elle devient importante pour le leader et pour le mouvement. Mais il commence aussi il commençait déjà à écrire un peu sur cette question dans les années 80, mais c'est à partir de 90 et 95 qu'on voit vraiment la question, elle devient principale au sein du mouvement kurde. La libération du Kurdistan, il passe par la libération des femmes. C'est la phrase très connue de leader et aussi de partis politiques. Et tant que les femmes, ils sont pas libérées, le Kurdistan, il est pas libéré. Et ça, c'est dans la pratique aussi. C'est-à-dire, un truc qui était juste une rhétorique au départ, il devient vraiment, du coup, le guide de mouvement. Mais c'était les petites terrasses qui prennent la forme plus tard à travers d'une alliance, ce que j'appelle dans le livre une alliance très puissante entre les femmes les membres féminins du mouvement kurde et aussi le leader. Et pourquoi je l'appelle une alliance? Parce qu'en fait, tout ce que je fais dans ce livre, c'est essayer de donner une lecture féministe, une lecture à travers de vision des femmes de PKK. Du coup, c'est pas une lecture de PKK, c'est une lecture féministe et une lecture des acteurs féminins du mouvement kurde. C'est un peu différent les deux visions. Et pour ça, j'étais aussi curieuse de savoir quel est ce rapport entre le leader charismatique qui est un homme et le mouvement des femmes et aussi les actrices féminines. Et finalement, j'ai compris que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on entend souvent parce que les gens, ils ont intérêt de dire que, voilà, c'est finalement, on voit que l'organisation comme une machine où il n'y a pas des acteurs, du coup, c'est juste l'organisation hiérarchique armée qui décide pour tout le monde. Et là, surtout quand il s'agit des femmes, c'est-à-dire les acteurs féminins, ils n'existent même pas dans certaines lectures de mouvement kurde. Là, on a un chercheur français qui a écrit un livre là-dessus. Il n'y a même pas un chapitre sur les femmes. Il y a vraiment comme si il n'existe pas, il y a que l'organisation et comme une machine de guerre qui existe, vous voyez. Alors que moi, j'ai essayé dans ce livre de dire non seulement il existe, il impacte complètement toute la pensée générale du mouvement, y compris la pensée de leader. Non seulement il existe, il y a toujours un aller-retour entre le leader et entre les femmes. En fait, c'est deux armes qui se renforcent. C'est une alliance. Le leader, il avait tellement besoin des femmes pour se stabiliser, pour stabiliser son mouvement, pour donner force à ce mouvement et aussi pour trouver sa place au sein du mouvement kurde. Et du coup, j'ai donné des exemples de plusieurs reprises comment les femmes, ils ont soutenu le leader. Du coup, ils l'ont soutenu, par exemple, après ce changement de paradigme qui n'était pas évident pour les acteurs du mouvement kurde, mais c'était les femmes, elles étaient parmi les premières et parmi les premières, mais de manière vraiment très forte, qui ont soutenu, du coup, ce changement de paradigme proposé par le leader. Non seulement parce qu'ils voulaient rester fidèles, du coup, au leader qui était toujours fidèle aux femmes kurdes, mais parce que, du coup, c'était plus intéressant pour les femmes parce que la question de genre, il avait une place importante dans le confédéralisme démocratique par rapport aux autres paradigmes. Mais du coup, le leader aussi, il était toujours quelqu'un qui a soutenu quasi toutes les revendications des femmes kurdes au sein du mouvement. Du coup, par exemple, les femmes du mouvement kurde, elles n'étaient pas obligées de passer pour prendre les décisions, elles n'étaient pas obligées de passer par le comité central du mouvement. Les décisions, elles passaient par le leader. Il suffisait d'avoir l'accord de Öcalan. Et ils avaient toujours, pour quasi toutes les décisions, l'accord de Öcalan. Mais à un moment donné, quelques mois avant l'arrestation de Öcalan, ils voulaient créer un parti politique féminin parallèle de PKK, c'est-à-dire le parti de travailleuses du Kurdistan. Du coup, un parti politique en non-mixité féminin, juste par les femmes de mouvement kurde, parallèlement au PKK.
Et même Öcalan, il avait donné son accord avant l'arrestation. À tel point, du coup, il soutenait vraiment toutes les revendications des femmes au sein du mouvement kurde. Alors que des autres hommes, ils sous-estimaient complètement la capacité des femmes dans la lutte armée, la capacité des femmes dans un mouvement de libération de telle ampleur, etc. Et bien sûr que les femmes, ils se sentaient aussi de montrer leur reconnaissance par rapport à cette gratuité, par rapport à cette générosité de leader. Il y avait un peu ça, mais la question c'était que il avançait de l'intelligence du mouvement des femmes kurdes, c'est que ils avançaient leur cause à travers de cette alliance. C'est pas juste alliance pour montrer du coup la reconnaissance ou la fidélité, etc. C'était une alliance pour avancer leur cause, qui était la cause des femmes, à travers des outils. Du coup, ça devient plutôt un outil politique, cette alliance. Et c'est pareil pour le leader. Vraiment, c'était pour avancer ces changements de paradigme, pour avancer tout ce qu'il proposait à travers une partie de mouvement qui était au moins 40% de mouvements qui étaient des femmes, qui étaient à côté de lui. Du coup, c'est très difficile de ne pas accepter ces propositions de la part de l'ensemble de mouvements aussi. Et du coup, on le voit, par exemple, au Rojava, quand on voit l'émergence de Rojava, quand il y avait des délégations qui partaient voir pour le premier procès de paix à Imre Ali, de voir le leader en prison. Une fois, il a refusé d'accepter la délégation parce qu'il n'y avait pas les représentants du mouvement des femmes kurdes. Vous voyez, du coup, ça a été émergé plusieurs fois. Et les femmes aussi, ils ont fait une contestation dans un des congrès de mouvement kurde parce qu'ils voulaient diminuer, du coup, la place décisionnelle de Öcalan quand il est arrêté. Et ils voulaient dire que Öcalan, il reste notre leader, mais symboliquement, pas plus que ça. Et là, du coup, c'est les femmes qui se contestent et qui se révoltent dans un des congrès. Et quand ils déposent leur demande d'avoir un parti politique kurde autonome qui a été approuvé par le leader, et là on voit la contestation de l'ensemble du comité central qui était majoritairement des hommes, un hasard, qui refuse complètement cette proposition alors que ça a été approuvé par Öcalan. Il refuse de faire ça parce qu'il disait le mouvement il est déjà en division et il est en crise de leadership parce que notre leadership il est en prison. C'était en 2002-2003 alors que la proposition elle arrive dans les années 2000. Du coup, il refuse de faire ça. Et bien sûr, il y a même 19 femmes kurdes, y compris Sakine Janses, qui est une icône importante, une figure importante du mouvement kurde, qui rasent leurs cheveux comme un geste de contestation. Voilà, pour dire que non seulement on reste fidèle à cette alliance avec notre leader, mais on reste fidèle aussi à notre cause principale, qui est la cause de libération des femmes au sein du mouvement kurde. C'est ce qu'ils appelaient une révolution dans la révolution. Alors tu l'évoquais déjà un peu en filigrane, c'est que évidemment cette histoire de la place des femmes au sein du mouvement du PKK, elle n'a pas été linéaire et tu distingues 4 phases. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ces 4 phases? Donc je vais les citer rapidement: la phase de prise de conscience, la phase de mobilisation, la phase de structuration et la phase d'autonomisation. Ouais, c'est très lié de ce que je viens de dire parce que j'ai distingué ces phases parce que en fait j'ai compris déjà dans la phase de prise de conscience que bien sûr qu'il y avait des femmes dès au départ. Il y avait 2 femmes déjà dans le comité de création de mouvement kurde, du coup l'ex de Öcalan, Kassira et Sakine Janses. Mais dans les années 80, il y avait aussi des femmes, même quand elles étaient dans les camps de réfugiés à Baka, du coup en Syrie, à la frontière de Liban, chez les Palestiniens, il y avait encore des femmes, mais c'était très limité jusqu'aux années 80. Du coup, jusque les Sarhaldan, les insurrections et les guerres des années 90. Finalement, c'est à partir des années 90, surtout 92, on voit vraiment la rentrée massive des femmes au sein du mouvement kurde. Mais avant cette date-là, avant des années 90, les femmes, elles étaient là, mais très peu nombreux. Du coup, c'est à la fois avec l'arrivée massive des femmes, mais aussi avec la prise de conscience
des femmes quand on voit qu'il y a des changements et évolutions dans le mouvement de libération des femmes kurdes par rapport au mouvement général de mouvement kurde. Et du coup, la prise de conscience pour moi, c'était de montrer les femmes, elles rentrent dans la guerre avant et s'engagent dans la guerre avant de s'engager dans le mouvement kurde. Du coup, c'est l'engagement dans la guerre qui fait qu'ils comprennent quelle place ils ont déjà en tant que femmes dans la société, quelle place ils ont dans la crise et dans le conflit avec l'État. Et quand ils s'engagent en tant que membres de mouvement kurde, et du coup ils vont dans la montagne, dans les maquis, etc., on a aussi la continuation de cette prise de conscience. Et là, du coup, ils voient que, ok, il y a une guerre externe avec l'État turc, mais il y a aussi une guerre interne, c'est ce qu'ils appelaient la guerre interne avec leurs camarades masculins qui sous-estimaient complètement la capacité des femmes de participer à la guerre et à la cause kurde. Pour eux, la lutte armée, pour eux, la lutte anticoloniale, c'était forcément une lutte menée par les hommes. Et ils avaient raison de dire ça jusque-là parce que l'imaginaire politique kurde, il était dans cet imaginaire politique kurde jusque-là. Du coup, la protection de communauté kurde, elle est faite toujours par les hommes. Et le combattant, c'était forcément un homme jusque-là dans l'imaginaire politique. Ce qui a été changé avec le mouvement kurde, c'était de changer cet imaginaire politique à travers de prise de conscience des femmes kurdes. Quand elle devient massive au sein du mouvement, ils ont compris que ça suffit pas d'avoir la crise de confiance. Il faut aussi se mobiliser de manière générale. Et c'est là où ils ont décidé vraiment d'aller rue, maison par maison, de inviter toutes les femmes, vraiment à la fois pour rejoindre le mouvement kurde, mais aussi pour évoquer cette idée de cette conscience de genre, des inégalités entre les hommes et les femmes, avec les femmes ordinaires de la société. Du coup, la prise de conscience, elle a donné une mobilisation féminine au sein du mouvement kurde. Il y avait de plus en plus des femmes qui rejoignaient le mouvement, et c'est après cette phase-là, dans les années, on peut dire dans les années 92, 93, 94, on voit que les femmes, ils ont compris que ça suffit pas d'avoir la prise de confiance, ça suffit pas d'être nombreuses au sein de mouvement kurde. Il faut avoir des structures propres en soi pour les femmes, pour avancer la cause des femmes. Et ils ont compris ça suffit pas la libération du Kurdistan s'il n'y a pas la libération des femmes. Du coup, ils ont dit, à partir de là, il faut avoir des structures propres pour avancer la cause des femmes en même temps que la cause kurde. Et ça, c'est vraiment une particularité du mouvement kurde parce que les femmes, ils ont participé aux plusieurs révolutions dans le monde entier. Mais il y a très peu des exemples qui nous montrent que cette participation, il finit avec l'avancement de la cause des femmes en même temps que la cause de libération. Alors que c'est le cas au Kurdistan. Et du coup, ils commencent à structurer les organisations en non-mixité féminin. Pour la première fois, les premiers bataillons en non-mixité féminin dans la lutte armée, ça a été commencé en 92, mais ça reprend vraiment la forme en 95. Et du coup, dans les années 95, on a l'émergence de mouvement de la lutte armée en féminin et en non-mixité féminin, et ça a beaucoup changé parce que cette non-mixité en féminin dans la lutte armée, il devient un principe important dans le mouvement de libération des femmes kurdes. On le voit à partir des années 95 dans toutes les partis politiques, dans toutes les organisations et initiatives à la fois sociales, politiques, urbains, dans les villages, partout où il y a le mouvement kurde. Et finalement, ça finit avec une autonomisation qui est surtout à partir des années 2000 où on voit que les femmes, elles deviennent très autonomes non seulement dans les prises de décision, mais aussi de la façon ils sont organisés dans la lutte armée, dans les partis politiques, dans les municipalités et aussi dans différents partis du Kurdistan, de la diaspora jusqu'au Rojava, etc. Du coup, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or de municipalité qui était entre 2000 et 2014 en Turquie, dans les régions kurdes de la Turquie. Là, c'était surtout vraiment aussi l'âge d'or de l'autonomisation des femmes, parce que on voit l'autonomisation des femmes, et quand on dit l'autonomisation des femmes, c'est-à-dire des femmes, ils étaient organisées à la fois dans le mouvement mixte
de PKK, où il y a des organisations de mouvements kurdes, il y a des femmes, mais ils avaient leur propre organisation de manière autonome, parallèle de ces organisations mixtes partout, non seulement dans les maquis, mais aussi en prison. Non seulement en prison, mais aussi dans la rue en 2015, quand ça a commencé. Non seulement dans la rue, mais aussi dans les secteurs civils, syndicats, écologie, étudiants, des maisons des femmes, des maisons des quartiers, de quartiers de Sur, de Istanbul, des quartiers populaires, des grandes villes. Partout vraiment où il y avait la présence de mouvements kurdes. Alors je pense qu'en tant que féministe occidentale, c'est sans doute une des choses qui moi m'a le plus marqué quand j'ai découvert le mouvement kurde, c'est à quel point ces espaces de non-mixité sont considérés comme des outils légitimes. Parce que même si on progresse sur la question, on voit que, notamment en France, puisque c'est le pays depuis lequel on parle, il y a encore des résistances par rapport aux espaces non mixtes. Encore récemment, il y a eu une polémique parce que il y avait un atelier d'autoréparation de vélos non mixte qui était soi-disant financé par la mairie de Paris, donc il y a des gens d'extrême droite qui ont interpellé la mairie en disant que c'était scandaleux, etc. Quand on a expérimenté la non-mixité, on voit ce que ça apporte. Et c'est une évidence que c'est une nécessité dans la construction de la lutte, de pouvoir, en tant que personne dominée, pouvoir penser en dehors d'un cadre où sont présents les personnes dominantes. Et je pense que le mouvement kurde est un des rares mouvements qui a vraiment posé la non-mixité comme un outil nécessaire et légitime. Et je voudrais te faire réagir sur une citation justement sur la question de la non-mixité qui est page du coup 214-215 de ton ouvrage. Le même problème se pose encore pour certaines femmes kurdes contemporaines qui critiquent la non-mixité, considérée comme une ségrégation plutôt qu'une avancée vers l'égalité. Elle pose une question importante, à savoir dans quelle mesure la non-mixité choisie favorise l'autonomisation des femmes sans reproduire des dynamiques de ségrégation de la société kurde. Et c'est vrai que vivant dans un pays où il y a peu de ségrégation, j'avais pas réussi à envisager cette question-là, ou comment est-ce qu'on distingue la ségrégation de la non-mixité? Oui, c'est vrai que la non-mixité choisie, parce que c'est la non-mixité choisie, comme un outil politique et pas juste dans le sens essentialiste de terme, c'est quelque chose qui est toujours en débat. À la fois ici, dans les pays occidentaux, mais aussi dans notre région de Moyen-Orient. Même là-bas, il y a beaucoup de débats là-dessus, tout le monde n'est pas d'accord. Et j'ai cité aussi dans le livre, du coup, par exemple, il y avait des organisations les femmes actives dans les organisations de gauche en Iran, qui étaient très contre la non-mixité à l'époque, quand il y avait une partie des femmes qui voulaient avoir des organisations non mixtes au sein des partis politiques de gauche révolutionnaires iraniens, parce qu'ils pensaient que ça existe déjà dans la société, la non-mixité, et on va reproduire la même chose. Du coup, le passage que vous venez de citer. Et c'est exactement, j'ai compris que, ok, les polémiques, ils sont partout, mais pour des raisons différentes. Du coup, la non-mixité ici, elle a ses propres raisons, on peut en parler autrefois, mais de ce qu'il s'agit de contexte de Kurdistan, la non-mixité, c'était de croiser la question de ségrégation de sexe qui était déjà établie socialement dans la société, qui était même politiquement renforcée par certains États. En Iran, c'était le cas depuis la révolution iranienne, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Mais en Turquie aussi, ça commence avec AKP, avec l'arrivée au pouvoir de Erdogan, qui renforce de plus en plus cette islamisation de la société et la ségrégation religieuse de la société qui est basée aussi sur des inégalités entre les hommes et les femmes. Du coup, ça se renforce aussi dans ces pays-là. Du coup, je me demande dans ce contexte, comment on peut parler de non-mixité dans le terme de autonomisation, qui était vraiment le cas pour le mouvement kurde. Il n'y a pas d'illusion là-dessus. S'il n'y avait pas la non-mixité choisie au sein du mouvement kurde, je pense que les femmes kurdes du mouvement de PKK, ils n'étaient pas là aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont gagné, ça a commencé par là. Peut-être c'est autrement dans des autres moments de libération, mais c'est le clé de succès pour le mouvement de libération des femmes kurdes de PKK. S'il n'y avait pas cette non-mixité, et s'il n'y avait pas cet espace où ils avaient l'opportunité de tenter tout de manière autonome, même avoir le droit de faire des erreurs, qu'ils n'avaient pas le droit de faire ces erreurs dans la mixité. Par exemple, les femmes, ils disaient, quand il y avait un échec,
Pour nous, ils disaient toujours, c'est à cause de vous, parce qu'il y a des femmes. Et quand il y avait des échecs de la part des hommes, c'était jamais à cause de leur sexe. C'était toujours lié à un truc extérieur, parce qu'il manquait de ressources, parce qu'on n'était pas dans un bon endroit, parce que, voilà. Du coup, il y a des interprétations qui sont pas juste des interprétations, qui s'appellent la pression sur du coup les membres féminins qui n'existent pas sur les membres masculins. Ils ont compris ça tout de suite, les femmes de mouvement, parce que c'était pas juste accidentel, une fois, deux fois, un hasard, c'était de manière systématique, parce qu'il y avait pas de place pour les femmes dans la lutte armée. Non seulement au Kurdistan, dans le monde entier, même aujourd'hui, c'est rare d'avoir autant de place pour les femmes dans la lutte armée. C'est aussi, du coup, pourquoi beaucoup de gens ils sont fascinés par le mouvement kurde, parce que c'est vraiment rare même aujourd'hui. Du coup, là, ils ont compris que la non-mixité, c'est un outil politique, et c'était vraiment un outil politique. Il les a renforcés. J'étais même émue quand ils m'ont raconté, il y a une combattante expérimentée qui m'a raconté comment elle se sentait quand ils ont participé à la première bataillon en non-mixité féminin, et à quel point c'était dur, à quel point c'était difficile de l'imposer, ça, au mouvement kurde et aux membres masculins, et aussi de montrer, il y avait des femmes qui voulaient se montrer plus puissantes que les hommes. Même le fait de tomber martyr pour les femmes, ils font aller jusque là. Ils allaient très loin pour se montrer vraiment ils étaient prêts de se sacrifier complètement pour le mouvement kurde et pour la cause kurde, pour dire que nous, on est prêtes d'être révolutionnaires plus que vous. Parce que vous nous sous-estimez en tant que, du coup, membres de mouvement kurde, parce que vous pensez que la révolution kurde, c'est la révolution des hommes, et nous, on est en train de vous montrer que ça peut être aussi la révolution des femmes, et faite par les femmes. Du coup, la non-mixité, elle a fait ça. Ce qui est devenu, ce qui a changé dans l'imaginaire politique kurde, avant le fait, ils m'ont raconté, le fait de voir une femme en armes, c'était tellement rare, et un combattant, c'était forcément un non. Mais c'est à travers la non-mixité choisie qu'ils commencent à changer cet imaginaire, de trouver leur force. Du coup, il faut aussi rappeler que quand on parle de la non-mixité choisie, ça veut pas dire que les femmes du PKK, ils sont organisés juste en féminin, en non-mixité féminin. Ils sont dans les deux. C'est un double travail, par contre, c'est une double tâche pour les femmes, malheureusement. Et c'est comme ça, du coup, l'avancée de mouvement féministe est toujours une double tâche pour les combattantes et les militantes féminines, parce que de toute façon, ils sont à la fois dans les structures mixtes, mais aussi dans les structures non mixtes. Et du coup, tout ce qui est aujourd'hui, ça devient banal pour nous de voir les femmes en armes. Ça devient banal de voir les groupes en non-mixité, mais ils ont payé cher pour arriver jusque-là. Ils ont changé l'imaginaire politique, l'imaginaire collectif kurde sur tout ce qui est de genre, tout ce qui est de combattants, tout ce qui est de militants révolutionnaires, etc. C'est tellement banal d'avoir aujourd'hui une femme en armes qui peut sauver des autres, alors que qui sauve des autres, c'était toujours des hommes. Alors que, par exemple, quand Daesh elle arrive au Rojava en 2014, en 2015, il y a certains villages qui ont été libérés que par les femmes, que par les bataillons féminins. Et ça, c'est pas évident s'il y avait pas tous ces trajets, du coup, amenés difficilement par les femmes. Vraiment, ça devient banal pour nous de voir un village qui est délibéré juste par les femmes, alors que en soi, c'est pas évident. Vous voyez? Et c'est exactement, parmi d'autres, une des raisons principales, c'était de avancer en non-mixité féminin, et c'était pas juste le cas de la lutte armée. On a interviewé Gultan Kishanek, par exemple, en 2014, à Diyarbakir. C'est pareil. Dans les partis politiques kurdes, ils nous disaient la même chose. S'il n'y avait pas la non-mixité féminin, dans les partis politiques kurdes, c'était très difficile d'imposer la cause des femmes, d'imposer les revendications des femmes et de genre, et aujourd'hui les revendications des personnes queer qui passent aussi par le mouvement de libération des femmes. Du coup, s'il n'y avait pas cette non-mixité choisie, c'était très difficile de leur imposer ça. Et du coup, ça reste un outil politique, mais compliqué, parce que ça peut renforcer, malheureusement, sans vouloir, certaines structures de ségrégation qui existent déjà dans la société. Du coup, c'est
aussi important de voir comment un outil politique il renforce pas des structures patriarcales sociales qui existent déjà dans la société. Et je pense que le mouvement kurde il a réussi de faire ça parce qu'il a les deux. Il a à la fois les espaces mixtes et les espaces non mixtes. La non-mixité non seulement n'a pas reproduit du coup la ségrégation qui existait déjà dans la société kurde, au contraire, je pense que c'était un outil qui a pu du coup changer la nature de cette ségrégation. Je voulais aussi te faire réagir sur la question de la place de la culture, puisqu'il y a une phrase que tu cites d'une artiste kurde dont tu dis qu'elle t'a confié la phrase suivante: « J'avais honte d'être kurde, mais ce sentiment a été renversé par le mouvement. Apprendre la langue m'a aidé à comprendre qui je suis. J'ai pu reconstruire mon identité à travers la musique et la chanson. » C'est une double question que je te pose, hein. À la fois celle de l'importance de la culture, mais aussi comment le mouvement permet de redonner de la fierté à des personnes qui, de fait, par la domination, se sentaient écrasées et honteuses de leur kurdicité. Oui, effectivement, dans un pays où ton existence est niée, du coup, qui était le cas des Kurdes en Turquie, du coup, ta culture, elle est niée aussi. Non seulement les Kurdes étaient criminalisés depuis un siècle en Turquie, mais c'est aussi leur culture, leur langue, leur art, leur musique qui a été criminalisée. Et tous ces éléments, ils deviennent des éléments de résistance face, du coup, à l'assimilation, à linguicide, face à la criminalisation des artistes, en les collant des étiquettes de travailler pour une organisation terroriste, etc. Face à cette situation, ils deviennent des outils de résistance. Et surtout et avant tout la langue kurde. La langue kurde, parce que quand on parle des chansons kurdes, quand on parle de la musique kurde, c'est aussi lié de la langue kurde, parce que c'est des chansons en kurde. Par exemple, quand on parle de cas de Nudem Durak, du coup, la personne que je cite aussi dans le livre, une chanteuse qui avait juste 22 ans, qui a pris 19 ans de peine de prison, juste pour chanter en kurde, ça nous semble absurde, mais c'est vraiment beaucoup de cas des artistes et des gens qui travaillent sur la langue kurde, etc. en Turquie. C'est un très bon exemple que tu donnes parce qu'en plus tu expliques bien dans ton ouvrage comment c'est le règne de l'arbitraire, puisqu'elle est condamnée une première fois, puis il y a un nouveau procès, puis elle est recondamnée sans qu'il y ait de nouveaux éléments à charge et sa peine est prolongée. Enfin, voilà. Et effectivement, tout ça parce qu'elle a chanté en kurde. Oui, et il n'y a pas d'épreuve en fait. C'est tout ça, c'est sans preuve. Et il n'est pas malheureusement la seule. C'est juste un cas un peu, on peut dire, plus médiatisé, et plus parlant. Mais sinon, il y a beaucoup de artistes et beaucoup de gens qui travaillent sur la langue kurde aussi, qui travaillent dans les académies, etc. Mais comme le mouvement kurde s'est s'imposer à travers le temps, avec la résistance, c'était le cas aussi pour la culture. Du coup, la culture, c'est vraiment une lutte politique au Kurdistan. C'est pas une lutte folklorique, c'est pas juste un droit où on veut chanter, etc. C'est aussi en revendiquant la langue kurde, en revendiquant les chansons kurdes, la musique kurde, l'art kurde, comme la personne dont vous venez de citer. On est en train de revendiquer une histoire. On est en train de revendiquer vraiment une lutte, même autodétermination kurde, une lutte pour dire que nous, on a le droit de vivre du coup en autodétermination. C'est à nous de décider pour notre culture et faire vivre aussi notre culture. Du coup, ça reste quand même une partie importante et ça montre aussi que le mouvement kurde c'est vraiment très large. C'est pas juste la lutte armée, c'est pas juste la lutte politique directe dans les partis politiques. Une grande partie de la société kurde, les partisans du mouvement kurde, ils travaillent vraiment dans la culture, ils travaillent aussi dans la musique, l'art. On a Zahra Dorin, ses peintres ils sont très connus partout dans le monde entier, je veux dire. Et c'est aussi des arts de résistance. Elle a commencé à faire ça en prison et il continue toujours en parlant des prisonniers politiques quand elle est sortie. Du coup, ça reste aussi une médiation pour faire aller-retour entre la prison et l'espace culturel et politique au Kurdistan. Alors évidemment, on ne peut pas terminer ce podcast sans parler de la généalogie. Alors je suis désolée parce que je sais que c'est la question qu'on pose à chaque fois, mais est-ce que tu peux donner une définition de la généalogie et nous dire aussi où est-ce que ça s'enseigne, comment est-ce que la généalogie a évolué? Oui, du coup, la généalogie, c'est la femme. Logie, c'est la science. Du coup, généalogie, la science des femmes, c'est ce qu'elles appelaient. La généalogie, c'est une proposition
qui a été proposé par le mouvement des femmes kurdes. Bien sûr, le mot, il a été proposé par le leader, mais c'est les femmes du mouvement kurde qui ont vraiment avancé l'idée et développé la gynécologie, même si les idées basiques, ils viennent de leader. Du coup, la raison principale, je peux dire, il y a plusieurs choses qui fait émerger la gynécologie. La gynécologie, c'est la science des femmes, c'est-à-dire, ils cherchaient vraiment de libérer la science de son domination patriarcale. Du coup, il pensait que jusque-là, la science sociale, mais les sciences humaines de manière générale, ils étaient très dominés par les penseurs et par les pensées masculinistes. Du coup, il faut se libérer et pour ça, il faut donner une importance à la pensée féminine. Du coup, c'est pas la gynécologie, c'est une science des femmes en féminin et c'est pas une science féministe. Il se distingue aussi de féminisme et ça, c'est ce que j'explique aussi dans le bouquin. Cela est très lié de l'histoire du mouvement féministe en Turquie et aussi malheureusement de certains racismes qui ont été reproduits au sein du mouvement féministe en Turquie, c'est-à-dire les femmes, les figures importantes du mouvement féministe en Turquie, c'était souvent les gens qui non seulement ont soutenu du coup le nationalisme turc de l'État, mais pour elles, c'était il y avait pas une distinction entre les femmes kurdes et les femmes turques. C'est-à-dire et les femmes turques, ils critiquaient beaucoup ce mouvement féministe dominant en Turquie pour dire que vous étiez aveugles face à la violence de l'État qui nous a été imposée. Du coup, et nous, il faut savoir que nous, on est exploités, on est réprimés, on est oppressés non seulement en tant que femmes, mais surtout en tant que femmes kurdes. Et du coup, vous rendez pas compte de cette distinction. Ça ressemble énormément à ce que les femmes noires disaient aux États-Unis, par exemple, face au mouvement féministe très blanc, qui ignorait complètement les revendications des personnes noires et des femmes noires dans les mouvements de gauche aussi. Du coup, Angela Davis et des autres sortent vraiment de cette contradiction qui existait dans le mouvement de gauche. Et c'est pareil et dans le mouvement féministe. Du coup, ils voient un pied dans le mouvement de libération et un pied dans le mouvement féministe. Et alors, si le mouvement féministe, il fait pas beaucoup attention à leur kurdicité, c'est le mouvement de libération qui fait pas beaucoup attention à la cause féminine. Donc lui, il essaie de trouver vraiment une troisième voie et pour se distinguer de ce mouvement féministe, selon elle, c'était surtout un mouvement féministe nationaliste turc, un mouvement féministe un peu raciste et impérialiste, ce qu'ils appelaient, c'était aussi pour se distinguer de toutes ces récupérations de mots féministes, des mouvements féministes dans le monde entier aussi, qui a été récupéré par les pensées libérales, par les récupérations impérialistes. Par exemple, la guerre qui a été amenée en Afghanistan, en Irak, au nom de la libération des femmes, qui finit du coup avec les destructions et des violences énormes contre les femmes. Du coup, face à cette situation, cette interprétation impérialiste aussi de féminisme, du coup, ils se distinguent avec ce féminisme et ils se disent plutôt du coup, on est partisans de la gynécologie et on est pour, du coup, la cause des femmes et le mouvement de libération des femmes que le mouvement féministe. Ils se distinguent de féministes. Et c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, aussi en Amérique latine quand il s'agit des communautés indigènes. Parfois aussi, ils voient qu'avec cette récupération de mouvements féministes, ils essaient aussi de se distinguer en disant qu'on n'est pas féministe. Du coup, c'est pas juste le cas au Kurdistan. Du coup, c'est complètement légitime pour se dire ça, mais la gynécologie, il se voit aussi face aux contradictions. Du coup, c'est un mouvement pour moi, la contradiction énorme, c'était qu'en 2014, j'arrive au Bakur, Kurdistan de la Turquie, je vois un mouvement aussi prônant, aussi puissant. Pour moi, c'était un mouvement féministe très fort. Et au fur et à mesure, je comprends qu'ils se disent pas féministes. Du coup, je me trouve vraiment dans un vide. Pour moi, c'est un mouvement féministe très fort, mais elles-mêmes, ils se disent pas féministes. Du coup, j'essaie de comprendre. Au départ, j'étais pas censée de travailler sur la gynécologie, mais au fur et à mesure, je me suis dit, c'est pas possible de ne pas poser cette question. Du coup, j'ai commencé à comprendre aussi avec mon travail de terrain où il vient du coup cette distinction et pourquoi cette distinction et comment on peut l'expliquer. Et du coup là, la gynécologie, c'est aussi avant tout, j'ai compris que c'est une science féminin, mais c'est une science très populaire,
non élitiste, ce qui se distingue aussi par rapport aux féministes. Il s'appuie beaucoup sur le fait qu'il travaille avec les femmes, il travaille pas sur les femmes comme les féministes. Il travaille vraiment de façon populaire, grassroots, comme ils le disent, et c'est aussi anticolonial. C'est vraiment contre la colonisation interne de l'État, mais aussi toutes sortes d'impérialisme, colonialisme et capitalisme. Et c'est aussi une proposition contre eurocentrisme, c'est-à-dire jusque-là, les femmes des pays musulmans, ils étaient vraiment réduites à être des victimes de leur société patriarcale, de leur État dictatorial, islamique, etc. Et là, ils voulaient montrer de redonner cette subjectivité aux femmes kurdes et aux femmes des pays musulmans, et de dire que nous, on peut avoir notre propre lecture, notre propre récit. Du coup, c'est un récit, c'est une lecture de l'histoire de l'oppression de genre et l'oppression des femmes à travers le Moyen-Orient, qui a été proposée autrefois aussi par le leader, mais qui a été développé par les femmes du mouvement kurde, pour dire que, par exemple, il propose la généalogie, il dit que l'histoire de l'exploitation, il commence pas en Europe, il commence du coup au Moyen-Orient, de ce qu'ils appellent la Mésopotamie, c'était le nom ancien de cette région où ils habitaient les Kurdes dans les préhistoires, etc. Ils donnent beaucoup de références à la mythologie kurde, beaucoup de références historiques à cette époque où il y avait, selon la généalogie, du coup, c'est l'époque glorieuse de la liberté des femmes, où il y avait moins de hiérarchie, et c'est avec l'arrivée de l'État, avec c'est des structures patriarcales où ça commence à changer. Du coup, c'est un récit, c'est une lecture non seulement contre les lectures eurocentriques et impérialistes, mais aussi pour localiser des choses, pour incarner cette lecture dans la mythologie kurde et aussi dans l'histoire des femmes de PKK. C'est-à-dire, ils donnent beaucoup des exemples de l'expérience des combattantes au sein de PKK, comment ça a aidé aussi à la création de la généalogie. Du coup, c'est la localisation vraiment des expériences féminines et de mouvements féministes dans la région. Alors, je vais encore te lire un extrait de ton propre ouvrage. Donc, tu évoques le fait que il y a eu des initiatives qui ont été organisées en kurde et en arabe et qui ont permis de rassembler près de 450 participants exclusivement masculins pour discuter de la masculinité, de la famille démocratique, de la transformation sociale, des féminicides, des mariages précoces, de la polygamie et du système de coprésidence. Et ce que tu écris, c'est « Les ateliers fondés sur des méthodes participatives et la lecture de textes ont conduit à rejeter les notions patriarcales d'honneur et de violence comme normes sociales, à promouvoir une culture de partage et de collectivité et à réhabiliter l'amour véritable en dehors des dynamiques de domination ». Pourquoi je te lis cet extrait-là, c'est parce que c'est un peu un vœu que se souhaitent beaucoup de féministes occidentales de pouvoir organiser des ateliers où les hommes réfléchiraient sur la masculinité, etc. Déjà, ça s'est très peu fait. Les peu de fois où ça s'est fait, ça n'a pas été extrêmement probant. Et du coup, de lire ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me dire, ok, ça a été fait, on le sait pas forcément, et a priori, ça a quand même permis de faire avancer un petit peu la cause. Oui, tout à fait. En fait, la généalogie, c'est un exemple d'une pensée féministe non occidentale. Du coup, c'est aussi une distinction par rapport aux pensées dominantes, on peut dire, qui nous a été proposée en tant que féminisme, parce que c'est pluriel de toute façon, féminisme, on n'a pas un seul féministe. Mais c'est non occidental. Et une des distinctions, c'est qu'il y a cette place importante pour les hommes. Parce qu'en fait, c'est aussi lié c'est ce que je vous ai expliqué de racisme de mouvement kurde. Et c'est très similaire, encore une fois, au cas des femmes noires. Parce qu'ils ont compris qu'en fait, ils sont en train de travailler avec leurs camarades hommes pour une cause sacrée qui est la libération du Kurdistan. Du coup, l'ennemi, c'est pas forcément les hommes kurdes. L'ennemi, c'est pas forcément le sexe opposé. L'ennemi, c'est avant tout l'État, et ils peuvent travailler ensemble pour cette cause sacrée de la libération, etc. Du coup, ils voyaient un peu autrement les choses que les féministes ou les gens de mouvement féministe en Turquie, pour qui, du coup, les hommes, ils avaient peut-être une place beaucoup moins importante dans les mouvements féministes. Et c'est le cas partout. Mais je pense que c'est le fait d'avoir un moment de libération
qui est très important. Souvent dans les mouvements de libération, les hommes et les femmes, ils travaillaient ensemble pour la libération d'une population, d'un peuple. Du coup, pour ça, il faut mobiliser tout le monde et c'est pas possible de faire ça si les hommes et les femmes et toutes les personnes queer et tout le monde ne travaillent pas ensemble. Et aussi, c'est ce que j'ai oublié de dire, que c'est la gynéologie. Elle est née vraiment de aller-retour entre la prison. Du coup, c'est le premier texte de la gynéologie est sorti de la prison. Et des maquis. Du coup, la montagne, où il y a des combattants. Et du coup, les premières assemblées de la gynéologie, etc., c'était fait en montagne, et la société civile. Du coup, le développement, c'était à travers de la société civile et même la diaspora aujourd'hui, qui a un rôle important. Du coup, c'était aller-retour dans ces espaces qui a fait naître la gynéologie. Et du coup, ces espaces, c'était aussi les espaces très populaires. La gynéologie, ça reste un mouvement très, très populaire, qui travaille vraiment quartier par quartier, avec les femmes ordinaires, avec les gens ordinaires. Et pour travailler avec les femmes ordinaires et les gens ordinaires, ils ont compris qu'ils peuvent pas exclure complètement les hommes de leur lutte. Par contre, ils peuvent les intégrer en leur donnant une éducation populaire, une éducation politique, une éducation, on peut dire, dégenrée sur la façon dont on peut avoir une autre société, une société alternative, où les femmes, où les hommes, ils sont inclus, mais avec une éducation radicale. Et c'est ce qu'il disait, du coup, pour déconstruire leur masculinité, de tuer, c'est ce qu'il dit. Le concept, c'est de tuer leur masculinité, qui est du coup une façon de dire que c'est pour déconstruire complètement la masculinité qui existe en soi, c'est ce qu'ils disent dans la subjectivité des hommes, etc. Et ces ateliers qui ont été faits au Rojava, ils étaient déjà faits en 2003, par exemple, en 2004, dans les montagnes. Tu vois, les femmes qui ont fait des ateliers en non-mixité féminin pour les hommes, pour parler de genre, pour parler de la cause des femmes et pour parler de fait comment déconstruire du coup la masculinité hégémonique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans la littérature connue de mouvements féministes. Du coup, c'était dans ce sens-là et effectivement, c'était très efficace et c'était aussi un point qui lie encore le mouvement de libération des femmes kurdes et les féministes noires. Bell Hooks, par exemple, il a beaucoup écrit pourquoi et comment les hommes, ils font partie du mouvement féministe noir par rapport au mouvement féministe général aux États-Unis. Et quand on lit les extraits de Bell Hooks, on a l'impression qu'on est en train de lire vraiment un extrait de quelqu'un de parti de travailleurs du Kurdistan, de mouvement kurde. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de me dire que forcément, quand on est loin et qu'on observe un mouvement de loin, on n'en voit que des bribes. Et on aurait pu focaliser sur cette bribe-là, de se dire, il y a des hommes qui travaillent sur la question de la masculinité, sur comment la déconstruire. Or, c'est pas sur cette bribe-là qu'on s'est focalisé en Occident, mais beaucoup sur la figure de la femme combattante, héroïque contre l'État islamique. Et ce que toi tu dis aussi dans ton livre, c'est que cette focale qui a été mise sur les femmes combattantes, à ton sens, elle est aussi en lien avec un racisme anti-arabe et une islamophobie existante en France. C'est ce que j'appelle vraiment extractivisme des luttes et des résistances des pays du Sud par les pays du Nord. Toutes ces résistances qui ont pour la survie, qui ont pour des idées et des pratiques démocratiques dans leur contexte local, souvent quand ils arrivent en Occident, malheureusement, avec la récupération impérialiste, la récupération raciste et souvent coloniale de ces idées, ces pratiques émancipatrices, ces résistances, du coup, avec cette récupération, il devient un outil de reproduction de racisme, un outil de reproduction de colonialisme, un outil de reproduction des pensées impérialistes, malheureusement. Je peux vous donner 2 exemples intéressants qui sont liés de mouvements kurdes qui peuvent clairement et tragiquement nous dire comment les résistances ils peuvent changer leur visage en arrivant en Occident et quand ils sont récupérés. En 2014-2015, il y avait la guerre de Daesh et du coup, les Kurdes, ils faisaient ça pour leur survie. Ils ont fait ça de manière très courageuse. Ils ont donné beaucoup de vie pour ça. Et finalement, il y avait la victoire de Kobani en janvier 2015, etc. Et
Et du coup, cette situation, il y avait bien sûr la libération de Kobani et certaines régions kurdes de la Syrie, et à travers de ça, la libération des femmes qui ont été aussi prises en esclaves, malheureusement, par l'État islamique de Daesh, qui ont été libérées par le mouvement kurde. Du coup, on avait des scènes où les femmes qui étaient esclaves de Daesh, ils étaient libérés par les femmes du mouvement de libération des femmes kurdes. C'est à la fois des images très beaux, très jolies, mais ces images-là, quand elles arrivent en France, par exemple, ils étaient complètement utilisés pour, du coup, pour imposer encore une idée islamophobe, pour utiliser ça contre les Arabes, contre les musulmans, de dire que les Kurdes, ils sont une exception dans la région. Ils sont moins pratiquants, moins musulmans par rapport des autres communautés musulmanes de pays, etc. Parce qu'ils sont pas arabes, parce que voilà, du coup, d'amener ça et à travers de ça, gonfler complètement l'islamophobie, qui est pour moi avant tout un racisme puissant qui existe en France. Et ils ont du coup, quand on voit vraiment la perception et la réception de cette lutte contre Daesh en France, la médiatisation de cette lutte émancipatrice par les femmes et par le mouvement kurde au Rojava contre Daesh, quand elle arrive ici, il devient vraiment une interprétation, une lecture complètement raciste, islamophobe, anti-arabe et malheureusement anti-migrants aussi, parce que de toute façon, nous, on est des immigrés qui viennent des pays musulmans, entre guillemets, et de toute façon, pour quoi que ce soit, même si on est laïque, on vient des pays musulmans. Et on subit, du coup, on est victime aussi de toutes ces pensées. Finalement, c'est contre nous, finalement, c'est contre tout le monde, toutes les immigrés qui viennent de ces pays-là, de cette région du Moyen-Orient. Deuxième exemple, aussi tragique, c'était avec le slogan Femme, vie, liberté. Et slogan Femme, vie, liberté, Jenjian Azadi, qui est né aussi du mouvement de libération du PKK, qui arrive au Rojava. Du coup, les mêmes villages contre Daesh, ils étaient libérés en chantant toujours Femme, vie, liberté en allant et Femme, vie, liberté en retournant, Jenjian Azadi. Et du coup, qui devient le slogan principal de l'insurrection 2022 en Iran, après l'assassinat de Gina Amini. Et du coup, ce slogan, qui est au départ un slogan anticolonial, anti-impérialiste, anticapitaliste même, qui est né vraiment dans la lutte pour la vie contre le colonialisme interne de l'État turc, et qui était beaucoup avancé par les mères rebelles et les mères qui ont perdu leurs enfants, et aussi par les féministes, les femmes du mouvement de libération des femmes kurdes, surtout à partir de 2008, mais et qui reprend aussi de plus en plus au Rojava après 2014. Ce slogan, quand elle arrive en Europe après 2022, avec la médiatisation de Femmes et Liberté en Iran, il a été complètement récupéré par non seulement les royalistes extrême droite iraniens qui sont mobilisés en diaspora en Iran, mais aussi par toutes les féministes libérales, par exemple les féministes pro-sionistes, les féministes pro-génocide aujourd'hui, qui sont pour, qui sont pour Israël, pour le génocide en cours de Palestine, qui étaient à fond en soutien de Femmes et Liberté, par exemple en 2022, quand elle arrive. Et finalement, on voit Femme et Liberté, Jenjian Azadi, qui sort de la bouche de Netanyahou quand il parle de la libération des femmes iraniennes par les bombes il y a quelques semaines là, en Iran, après l'agression d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Du coup, quand on voit la récupération d'un slogan si radical, si féministe, qui était aussi féministe quand c'est sorti en Iran en 2022 dans le mouvement Femmes et Liberté en Iran, mais c'était aussi radical, c'était une revendication pour la justice sociale, pour la chute de régime, pour un changement radical en faveur des femmes, des minorités comme les Kurdes, contre le colonialisme interne aussi, mais qui arrive en Europe, qui a été complètement récupéré par les gens à droite. Et du coup, c'est ça ce que j'appelle vraiment l'extractivisme des luttes, des résistances dans les pays du Sud quand elle arrive malheureusement en Europe. Et cette récupération fait que finalement, on a besoin vraiment des récits des personnes concernées
dans les pays du Sud. Et on a besoin, ça montre à quel point il faut aller voir ces personnes concernées et de voir de quoi elles parlent quand elles parlent de la gynécologie, c'est quoi vraiment, et de voir leur contexte, leur histoire, etc. Et quand moi, c'est récupération, pour moi, c'est plus compréhensible maintenant de voir pourquoi les femmes kurdes préfèrent se dire plutôt la gynécologie que féministe, parce que c'est très difficile de rester féministe quand c'est récupéré avec avec ces idées coloniales. Alors en off, avant qu'on débute cet entretien, je t'ai proposé de faire un podcast de 3h15, donc tu as refusé. Donc c'est pour ça qu'on tend vers la fin de l'épisode. Je voulais pour finir lire un extrait que tu as écrit. Ainsi, la construction d'un féminisme kurde autonome et critique gagnerait à s'inscrire dans un dialogue ouvert avec d'autres mouvements transnationaux, en évitant les simplifications idéologiques et en reconnaissant la richesse de la pluralité des savoirs qui alimentent la cause des femmes. On se le disait, c'est que tu l'as écrit dans ce sens-là, où c'est le féminisme kurde qui gagnerait à s'ouvrir, mais on se disait qu'en vrai, tous les féminismes gagneraient à s'ouvrir et à sortir d'une focale trop centrée sur elles-mêmes. Et je voulais faire le lien avec une autre phrase en guise de conclusion que tu as rédigée et que je trouve absolument magnifique, qui est « La pureté idéologique étant souvent l'apanage de ceux qui évitent l'action ». Je te laisse réagir là-dessus pour finir. Oui, du coup, c'était vraiment, je pense que j'ai écrit ce livre pour cette phrase. C'est très, très bien choisi. Parce que c'était pour dire que les femmes de mouvement kurde, elles existent au sein du mouvement kurde. Et aussi pour dire que le mouvement kurde, c'est un mouvement très puissant, très inspirant pour nous en tant que féministes, pour les gens qui luttent contre le colonialisme, du coup, toutes les gens qui se disent anticoloniales, décoloniales, etc. Et pour les gens qui essaient de renforcer les féministes dans les pays du Sud, les féministes non eurocentriques, qui ont été nés des contextes, on peut dire, non occidentaux. C'est très inspirant pour tout ça, avec toutes ces contradictions. Du coup, c'est pas la peine de cacher les contradictions, de les mettre sous le tapis pour dire que, voilà, on peut soutenir ce mouvement. Moi, je voulais dire que on peut soutenir ce mouvement. Il y a tellement de choses à apprendre. Il y a tellement de choses à être inspiré par ce mouvement, et surtout par la lutte des femmes de ce mouvement, qui est vraiment remarquable, qui est un exemple, on peut dire, même dans l'histoire des mouvements féministes dans le monde entier, c'est un exemple rare d'avoir aussi de autonomie féminine, des organisations, des savoirs avancés, de tout ça de manière très structurée, populaire, non élitiste, vraiment avec des idées radicales, etc. C'est très très rare, et aussi d'avoir la continuité de le faire. C'est-à-dire là, ça fait 4 décennies qu'ils le font, et chaque jour de plus en plus, chaque jour plus puissant et plus motivant que l'autre jour, et ça c'est rare. Et je voulais juste dire que on peut avoir un moment avec plein de contradictions qui sont importantes à être discutées, et aussi être inspiré par ce mouvement. Du coup, j'ai essayé dans ce livre de parler de ces contradictions. Par exemple, comment parler de la violence. Le mouvement kurde, c'est ce qu'il appelle la violence révolutionnaire, l'autodéfense. Il est totalement légitime de soutenir cette idée de l'autodéfense, la violence révolutionnaire, etc., qui est super intéressant aussi, mais en même temps, ça crée une contradiction pour les féministes, parce que la violence révolutionnaire a un sexe finalement, et c'est le sexe masculin, et finalement c'est pas neutre. Il y a toutes ces valeurs masculinistes qui peuvent reproduire à travers la lutte armée, etc. Deuxième exemple, c'était par exemple ce qu'on a discuté, la ségrégation et la question de non-mixité. Comment parler de non-mixité sans reproduire la ségrégation de sexe qui existe dans la société. Troisième contradiction, par exemple, c'était comment on est légitime de ne pas se dire féministe, bien sûr, de se dire plutôt pour la libération des femmes, de se dire voilà, les partisans de la gynécologie, etc. Mais ne pas non plus reproduire tous ces mouvements antiféministes qui existent dans le monde entier aujourd'hui, qui est très renforcé depuis quelques années, mais aussi dans la région. C'est-à-dire, il y a tout un backlash, vraiment en réaction antiféministe très fort. Dans la région, on a des amis qui sont en prison parce qu'ils se disent féministes. Tu vois, du coup, il faut aussi, il faut dire comment, légitimement, on peut ne pas se dire féministe,
mais de ne pas délégitimiser des féministes. Comment faire ça sans délégitimiser complètement, de discrédibiliser du coup les féministes et les mouvements féministes qui existent. Comment ne pas se dire féministe? Très bien, mais ne pas réduire aussi le féminisme juste en singulière et de dire que le féminisme, il est en soi libéral, apolitique, impérialiste, colonial. Ben non, parce qu'on a énormément de mouvements féministes aujourd'hui qui sont pas colonialistes, qui sont même anticoloniales, anti-impérialistes, qui sont radicales dans leurs pratiques, dans leurs pensées, comme les mouvements féministes, par exemple, en Amérique latine, de Argentine, la grève des femmes, tous ces mouvements féministes dont j'en parle un peu aussi à la fin dans le livre. Du coup, comment ne pas reproduire ces contradictions? Et ça, c'est toute la complicité de tâche pour nous en tant que féministes, c'est ça. Et si on n'est pas féministe, si on n'a pas une lecture du coup de genre de mouvements de PKK et de mouvements kurdes, on se pose pas ces questions. C'est parce que moi, je pense que jusque-là, on avait beaucoup d'études sur le mouvement kurde, mais il y a très peu des études qui essaient d'évoquer à la fois les contradictions, mais aussi évoquer d'avoir une lecture de genre et une lecture à travers des pratiques et des expériences des femmes de mouvement kurde. J'ai essayé de remplir un peu cette vide. J'espère que ça aide un peu les gens à comprendre un peu voilà l'ampleur de ce mouvement, l'inspiration, les ressources, et qui est énorme vraiment pour les féministes dans les pays du Sud, je trouve. Mais écoute, moi je trouve que c'est un pari parfaitement réussi parce que vraiment ce que j'ai le plus apprécié dans la lecture de ton ouvrage, c'est justement toutes les contradictions que tu soulèves. Et effectivement, on ne peut pas être toujours 100% cohérent quand on est dans la lutte, et d'autant plus quand on est dans la lutte armée en tant que pays colonisé. Donc vraiment, je ne peux que inviter les auditrices et les auditeurs à prendre connaissance de ton ouvrage, puisqu'on a fait qu'aborder certaines thématiques qui sont abordées dans ton livre, dont je rappelle donc le titre, Femmes en armes, savoir en révolte, du militantisme kurde à la géonologie. Et donc, c'est chez les éditions Contrefeu. Merci beaucoup, Somaïa Restanpour. Merci beaucoup à toi. Merci. Et j'en profite pour vous rappeler que ce podcast est animé de manière bénévole, donc de façon totalement aléatoire, puisque parfois il va y avoir pas mal d'épisodes à la suite et parfois plus d'épisodes pendant plusieurs mois, ce que les algorithmes n'aiment pas du tout. Donc n'hésitez pas à mettre des petites étoiles et à partager le podcast, parce que ce n'est qu'avec votre soutien qu'il pourra se faire connaître. Merci beaucoup.